Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque vous le savez, sur cette chaîne d'habitude, je découvre des films. Là, celle-ci va me permettre de vous révéler quels sont mes films cultes. À la fameuse question, si tu ne devais garder que 5 films dans toute la filmo du monde entier, quels sont-ils? Vous allez avoir la réponse dans un instant. Et ça va peut-être vous étonner car dans le lot, il n'y a pas de film de super-héros, il n'y a pas Star Wars, il y a de la science-fiction, mais pas que. On est donc parti les amis pour mes 5 films totalement cultes. Ah les amis, je suis ravi de me retrouver pour parler cinéma avec vous, vous parler de mes films préférés, avec tous les films que j'ai vus. Donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de films fantastiques, de films de science-fiction. C'est mon genre de prédilection depuis que je suis gamin. C'est le genre qui me fait rêver, qui me fait cogiter, qui me fait tout simplement kiffer. Ça a été dur, ça a été très dur les copains, d'en choisir que 5. Vous allez voir que dans le lot, il n'y a pas non plus du retour vers le futur. Après, voilà, c'est une liste qui m'est vraiment propre à moi. Ne vous fâchez pas si on n'a pas la même, les goûts et les couleurs, hein, tout ci, tout ça. On va commencer avec le tout premier film. J'ai choisi Contact de Robert Zemeckis, sorti en 1997, avec un casting. Oh là là, les amis, le casting, il est 5 étoiles. Hein. Jodie Foster, Matthew McConaughey, Angela Bassett, James Woods, Tom Skerritt, William Fichtner, John Hurt, David Morse, et j'en passe des belles et des pas fraîches. Contact. Alors, moi, Contact, les amis, je l'ai découvert dans des circonstances un petit peu compliquées. C'est-à-dire que quand le film est sorti, je l'ai complètement raté au cinéma, je n'en ai même pas entendu du tout parler. Ce film de Robert Zemeckis, réalisateur que j'aime beaucoup. Et alors, de ce film-là, donc, je l'ai vu en copie totalement pirate. Mon cousin était pote avec un gars qui tenait un vidéoclub et qui avait des films qui n'étaient pas encore sortis en France ou qui venaient de sortir. Petite nouveauté. Contact, je vous explique même pas la qualité de la VHS, elle était dégueulasse, c'était une copie d'une copie. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour découvrir ce film, vous inquiétez pas parce que je me suis rattrapé par la suite, ça a été un de mes premiers achats DVD quand j'ai eu cette technologie. Il n'empêche que quand j'ai vu Contact, même avec une image pourrie de chez pourri sur une cassette vidéo, j'ai été tout de suite emballé de dingue. Jodie Foster qui joue le rôle de Ellie Holloway, une scientifique passionnée par les étoiles, à l'écoute des étoiles, d'un éventuel message qui finit par arriver un jour, message qu'il va falloir dans un premier temps décoder, ce qui va pas être très facile. Une fois qu'on va décoder ce message, que délivre-t-il? Des instructions pour construire une machine. Maintenant, la machine, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce que c'est. Un film qui me retourne le cul à chaque fois que je le vois. Moi qui suis fan de science-fiction, d'extraterrestres, de vie ailleurs, de sommes-nous seuls, d'espace-temps, de trous noirs, de wormhole, de trous de verre. J'ai été ravi par ce film. J'ai été tellement emballé par l'histoire qu'à un moment donné, j'ai complètement zappé que je regardais un film. Et c'est vrai qu'il s'inscrit dans une certaine réalité puisque le président des États-Unis est interprété par aucun acteur en fait. Ils ont repris des images de Bill Clinton qui était président à l'époque. C'est la première fois, en tout cas une des premières fois dans un film américain que je vois le vrai président des États-Unis. Ils avaient eu les droits pour réutiliser certains de ses discours en rapport avec le thème en fait. Et j'étais à fond dans le movie. En voyant Bill Clinton, j'avais complètement zappé que c'était un film et je regardais un reportage. Un film qui prend vraiment son temps, avec une Jodie Foster, bon bah, on va pas revenir sur les talents d'actrice de cette comédienne que j'aime beaucoup, excellente dans le rôle, une réflexion sur, d'un côté, la technologie / les extraterrestres, tout ça, et la place de Dieu, avec Matthew McConaughey qui joue le rôle d'un prêtre. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux visions en fait. En tout cas, ceux qui l'ont vu, oui, la scène de fin, OK to go, je me suis accroché à mon siège. Je vibrais avec elle, vraiment, sur cette séquence-ci, c'est-à-dire que tout le film, c'est un build-up pour ce moment-là très précis du film. J'en ai pris plein la gueule. Donc Contact a été un des premiers films que j'ai évidemment acheté en DVD à l'époque pour le voir dans de bonnes conditions, en bonne qualité, sur une bonne télé, avec un son à fond les ballons. Film que je vous conseille.
Voilà, Contact, qui fait partie de mes films cultes. Vraiment, j'adore ce film. Musique de Alan Silvestri, qui se marie très bien avec le movie. Voilà, premier de la liste, les amis, Contact de Robert Zemeckis, sorti en 97. Et alors, si j'ai une petite déception par rapport à ce film, c'est de ne jamais l'avoir vu sur un grand écran, un écran de cinéma. Je peux vous dire que s'il y a une ressortie, je serai le premier à prendre mon billet pour redécouvrir cette aventure sur grand écran. On va passer au deuxième film, les amis. Mon deuxième film absolument culte. Alors, comme d'habitude, hein, je vous donne ça comme ça, dans le désordre, il n'y a pas de... Voilà, c'est mes 5 favoris cultes que je garde dans une valise au cas où la Terre explose, on sait jamais. Le deuxième film, évidemment, ça va peut-être être une évidence pour vous ou pas, je ne sais pas. Je le porte sur mon t-shirt. Il s'agit de Terminator 2 de James Cameron, sorti en 91. Alors, bon, j'étais pas très fan du premier Terminator. Je trouve que c'est une très bonne série B. Pour l'époque, et pour le budget, excellent film. Mais je trouvais déjà à l'époque qu'il me piquait un petit peu les yeux et surtout les oreilles. La musique est très difficile pour moi à écouter. Cette espèce de synthétiseur qui se voulait moderne, mais des années 90, pas très joli. L'histoire mortelle, évidemment, l'histoire mortelle. Mais voilà, quelques effets qui me gênaient un peu. C'est-à-dire que même à l'époque du premier Terminator, bon bah je voyais très bien que quand Arnold Schwarzenegger va s'enlever son œil devant la glace, bon bah on passe sur un raccord d'un animatronics de son visage, ça se voyait. Alors que Terminator 2, les amis, qui est sorti donc en 91, est pour moi un film indémodable. Je peux le revoir 50 fois, je peux le revoir maintenant. J'ai l'impression que le film a été tourné il y a 2 semaines. Tout glisse dans ce film. L'histoire mortelle, l'interprétation, la musique, les effets spéciaux qui étaient totalement révolutionnaires pour l'époque. La technologie du morphing, les amis. Morphing. Je crois que c'est Michael Jackson le premier qui l'avait utilisé dans... Je me demande si c'est pas son clip Black and White, quand il se transforme en plusieurs personnages de toutes les couleurs. Merci Benetton. Terminator 2, des effets incroyables, révolutionnaires. Le genre de film où, dans les effets spéciaux, il y a un avant et un après. Le rythme du film, incroyable. J'adore ce film. C'est un film que je peux revoir vraiment plusieurs fois sans jamais me lasser, être toujours abasourdi par l'efficacité. Vraiment, le montage, le rythme, il est dingue, quoi. Il n'y a aucun temps mort. Je trouve qu'il n'y a aucun plan de trop. Et généralement, quand on regarde un film, il y a toujours une petite séquence où on se dit, bon, celle-là n'était pas obligé, ou alors tiens, j'aurais peut-être enlevé 10 minutes de film, ou... Eh ben, c'est pas le cas avec Terminator 2. Je le prends de A à Z. Je vous l'ai dit, il glisse tellement bien. Il y a rien, absolument rien à jeter dans ce film. Performance de Linda Hamilton, complètement dingue, où on voit une vraie évolution entre son personnage de Sarah Connor dans le premier film, où c'est une jeune fille totalement frêle et fragile, un petit peu dépassée par les événements. Et celui-ci, où putain la vache, bon, faut pas la faire yèche si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Meuf, elle a plus de muscles que moi. Elle s'était vachement entraînée pour ce film et ça se voyait à l'écran. Ça faisait vraiment plaisir. Introduction de Robert Patrick, je crois que c'est je me demande, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est son premier rôle. Robert Patrick, qu'on a retrouvé bien plus tard dans X-Files. X-Files, il faut que je vous en parle. Il faut que je vous fasse une vidéo sur X-Files, les amis, parce que c'est ma vie, X-Files. Je pourrais vous déballer, mais je sais pas, peut-être 4 heures de vidéo non-stop, en one-shot, sur la série X-Files, tellement j'ai des choses à vous dire. Donc, Robert Patrick qui avait repris, entre guillemets, le rôle de Mulder. Je vous avoue qu'au début, j'étais pas du tout content, et en fait, le mec fait un taf admirable. Il ne singe pas du tout Mulder. Il a sa propre personnalité et on a une dynamique avec Scully qui s'inverse. Mais enfin bon, je garderai tout ça pour une vidéo spéciale X-Files. Robert Patrick qui fait le job en T-1000, hyper flippant. Plein de petites trouvailles dans ce film. Film très ingénieux pour l'époque. Non, vraiment, du gros James Cameron. Je suis moins chaud sur les Terminator qui ont suivi. On fera jamais mieux que celui-ci en fait. Et je pense qu'on aurait dû s'arrêter à ce film-là, Terminator 2, le jugement dernier, sorti en 91. Et alors, pour la petite histoire, ce film, j'étais allé le voir au cinéma à l'époque, et j'étais allé le voir avec toute une bande de potes, et la salle était blindax. Blindax de chez Blindax. C'est une époque où on pouvait quand même laisser rentrer les gens, même si tous les fauteuils étaient pris. Du coup, j'ai regardé le film, assis sur les marches du cinéma, mal au cul pendant 2h17, mais rien à foutre, j'étais à fond.
cette image d'anéantissement de la planète due à cette bombe nucléaire nous a fait froid dans le dos. C'est une image qui me fait encore froid dans le dos. Je revois encore Sarah Connor accrochée à la grille qui se transforme en squelette. Cette scène faisait pas mal réfléchir. Terminator 2, les amis, le jugement dernier que je mets parmi mes 5 films cultes. On va continuer avec un autre film sorti en 99. Il s'agit évidemment, bien sûr, de Matrix. C'est-à-dire que les gens, ça les étonne quand je dis que si je devais garder, on va dire si je devais garder un film, ça serait Matrix. Ils sont très étonnés que je choisisse pas un Superman, un Star Wars ou un Retour à le futur, enfin un truc culte de ces époques. Pour moi, Matrix a été une révolution et une révélation. Alors, je vous raconte Matrix, comment je l'ai découvert. Moi, à l'époque, je bosse sur la radio Skyrock. Au-dessus, à l'étage au-dessus, il y avait un service vidéo. Et chaque mois, il me filait une cassette sur laquelle il y avait les trailers des films qui allaient sortir. Donc voilà, j'avais ma petite habitude d'aller au premier, choper ma petite cassette du mois, retourner dans mon studio de prod et de me la faire en découvrant les films qui allaient sortir au cinéma. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Matrix, j'ai pris une claque à l'image du film, mais ça a déjà commencé, c'est déjà passé par la bande-annonce totalement mystérieuse qui te montre des passages du film sans trop rentrer dans les détails, une voix de Morpheus qui te dit si tu veux connaître ce que c'est que la Matrix, eh bien tu devras l'explorer toi-même. Autant dire bouge ton cul et va au cinéma pour comprendre ce qui se passe. Mais il y avait toute une aura de mystère autour de ce projet. Je voyais des images que j'avais jamais vues auparavant. Je voyais des mélanges de styles, des influences de super-héros japonaises, de kung-fu, de combats hallucinants, des effets spéciaux. J'ai pas compris ce truc-là, et quand j'ai vu la bande-annonce, mais je me la suis passée tellement de fois, ça fait partie de mes bandes-annonces un peu cultes. J'avais tellement hâte de découvrir ce film au cinéma que quand il est sorti, je crois que j'y suis allé day one. Alors à l'époque, je sortais avec, j'avais une petite amie, j'étais allé voir le film avec elle et elle ne captait rien du film. Et moi j'étais en adéquation, j'ai capté tout, j'étais pris, j'avais l'impression, vous savez, parfois il y a des chansons, des films qui sortent et quand vous les voyez, que vous les entendez, vous avez l'impression que les créateurs les ont fait spécialement et uniquement pour vous. Des films qui vous parlent. Un putain de mix, de mélange, de fourre-tout, de pot-pourri, de concepts sur la vie, sur notre présence sur cette planète, notre identité, notre réalité. Enfin vraiment, Matrix mélange tellement de genres. Les sœurs Wachowski ont fait un travail de zinzin. Jusqu'à maintenant, alors pareil que Terminator 2, c'est un film qui glisse tellement bien, pas de temps mort, le montage cut aux petits oignons, ça va, ça file ça, les plans, les cadrages, chaque plan est réfléchi, chaque cadrage est travaillé, rien n'est laissé au hasard dans ce film. À l'inverse du 4, même si j'aime beaucoup le 4, bon bah voilà, tu sens que il est beaucoup moins travaillé que celui-ci. Celui-ci, il est millimétré, il est chirurgical. Pareil, une avancée dans les effets spéciaux, des images qu'on n'avait jamais vues auparavant. Le fameux bullet time, maintenant qui a été démocratisé partout dans les jeux vidéo, dans les clips. Alors, c'est pas eux les premiers à l'avoir fait, hein. C'est Michel Gondry sur un clip, je crois. En tout cas, film de dingo, un film pour lequel les acteurs se sont entraînés également pendant des mois et des mois pour que les scènes de baston soient crédibles, qu'on voit que ce sont eux qui se tapent à l'écran. Et c'est vrai qu'à cette époque, on n'avait pas du tout l'habitude. On avait vraiment l'habitude du gros plan serré du mec qui se met en position et du plan large de la doublure. Là, pour le coup, putain, on voyait que c'était vraiment eux qui se tapaient. Donc, Keanu Reeves, moi j'ai une passion pour Keanu Reeves, qui n'est pas évidemment le meilleur acteur du monde, mais qui transpire la bonté quand on connaît un petit peu le bonhomme. Voilà, c'est un mec ultra honorable. Carrie-Anne Moss, Trinity for Life. Bon, tout marche quoi. Laurence Fishburne, Hugo Weaving, en agent Smith. C'est que quand le jeu est sorti, il y a un premier jeu qui était sorti sur PlayStation. Je crois que c'était la PS2, c'était Enter the Matrix. Je l'ai bourré, je l'ai saigné pendant des plombes.
Et quand The Path of Neo est sorti bien plus tard et qui était plus complet, et dans l'épisode dans lequel tu pouvais enfin interpréter Neo avec un nombre de combinaisons de coups assez impressionnant, j'ai laissé des bouts de cerveau sur cette PlayStation 2 avec ces deux jeux. Donc voilà, Matrix, je mets pas du tout dans le même panier les autres Matrix. Pour moi, j'ai une énorme passion pour le premier, et puis bon, les deux autres, enfin les trois autres sont un peu, on va dire, accessoires, c'est du bonus. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie différence déjà de colorimétrie entre le premier qui est plus dans les bleutés quand on est dans la matrice, et les 2-3, on est vraiment sur du vert complètement assumé et affirmé. Matrix 1, qui pourrait s'en tenir à lui-même, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin du film, alors oui, il y a une fin ouverte, mais les suites ne sont pas nécessaires. Musique, alors vous savez que moi je déteste le rock, je déteste le hard rock, voilà, pour le coup, Rage Against the Machine et compagnie, ça roule super bien dans ce film. La BO extraordinaire, les premières notes sur ce logo Warner verdâtre, avec cette trompette et ce waterphone. Alors waterphone, si vous connaissez pas, c'est un instrument ultra étrange, une espèce de pot comme ça où il y a de la flotte, il faut passer un archet dessus et ça vous fait des sons très très étranges. En général, cet instrument est utilisé dans les films d'horreur pour donner une ambiance un peu chelou. C'est le son qui est utilisé chez la sorcière dans Les Visiteurs. J'adore le waterphone. Matrix 1999, les sœurs Wachowski qui ont juste signé du génie. Le film a 27 ans, mais je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli. Grosse bombasse Matrix. On va passer à mon 4e film culte. Il s'agit, une fois de plus, d'un film sur les extraterrestres. Un film réalisé par tonton Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, sorti en 77. Alors autant il m'a déçu, je trouve qu'il s'est totalement planté sur The Disclosure Day, qui a été une grosse déception pour moi. J'ai pas du tout reconnu la patte de Spielberg, j'ai pas reconnu son tour de manivelle, j'ai pas reconnu ses plans, j'ai pas reconnu son rythme, j'ai pas reconnu... Oui, j'ai reconnu le côté un peu magie, un peu enfantin, avec les visions, avec les animaux, tout ci, tout ça. Mais je comprends pas où va le film. Je trouve que c'est un... Là, on parle de Disclosure Day. Hein. Je trouve que c'est un film qui arrive beaucoup trop tard, en fait. Qui est un peu légèrement ringard, du coup. Avec une révélation qui va se faire par le biais des médias traditionnels. Là où, moi, ça fait bien peut-être 6 ans que je ne regarde plus du tout la télévision. Et que si je devais regarder la télévision, je le ferais par le biais de YouTube ou d'internet en fait. Donc voilà, le Disclosure Day non, mais Rencontre du troisième type, oui. Tu sens le côté 70s. Je suis archi fan de Richard Dreyfuss, de son interprétation, de son noyau familial. Vraiment famille des 70s, il y a rien qui va, quoi. C'est le bordel dans la maison. Le gars, il est avec sa femme, interprétée par Terry Garr. J'étais amoureux d'elle quand j'étais gamin. Je trouvais qu'elle a un visage tellement rassurant, doublé en français par Sylvie Fett, qui est une voix française que je kiffe au plus haut point. Donc ça a accentué le côté je suis amoureux d'elle. Richard Dreyfuss, qui est à la charge de 3 enfants. C'est le bordel dans la maison, c'est le bordel partout, les enfants qui gueulent. Tu sens une éducation un petit peu rock'n'roll et cool. Et j'adore ce noyau familial, j'adore cette éducation. Ça gueule dans tous les sens. Voilà, tu sens que le père, il a pas une grosse influence sur ses enfants. Il y a une vanne qui me tue de rire dans ce film. T'as donc Richard Dreyfuss qui est au téléphone. Et t'as la mère qui dit aux gosses, bon les gosses, il est tard, allez vous coucher. Et les enfants disent... Ah non, papa nous a promis qu'on pouvait regarder les 10 commandements. Et là, t'as sa femme qui se retourne vers lui, qui lui dit « Mais Roy, le film dure 3 heures !» Genre un peu dépité. Et là, t'as Roy qui dit « Bon, bah, ils ont qu'à regarder 1 ou 2 commandements. » Voilà, il y a des fans comme ça. Il y a l'éducation, quand il dit à son fils qu'il veut les emmener au cinéma pour voir Pinocchio, et que son fils préfère aller faire du golf, et qui dit froidement à son fils, il lui dit « Quel âge as-tu » Son fils lui dit « J'ai 8 ans ». Il lui dit « Tu vas avoir 9 ans ?»« Oui ?»« Bah tiens, voir Pinocchio. » Voilà, moi je kiffe. Et puis surtout cette fascination. À partir du moment où il se fait flasher, où il reçoit le message inconscient, toute cette psychose douce en fait, enfin, comment il va basculer petit à petit. Ça va partir d'une légère petite obsession à une grosse obsession où le mec va perdre le fil de sa réalité, va
va perdre le contact avec sa femme, avec ses enfants, parce que marqué par cette vision et ne sachant pas à quoi elle correspond. Je trouve ça génial. Tu le vois devenir de plus en plus zinzin. Ça commence par la purée, ça passe par la mousse à raser, ça se termine par cette montagne géante qu'il fabrique dans le salon avant de s'apercevoir sur le téléviseur à quoi correspond et de voir qu'il est pas fou en fait. D'avoir une espèce de soulagement de dire putain, ça existe. Alors non seulement ça existe, en plus c'est aux États-Unis, mais je vais y aller. Voilà, il y a le doublage français, premier doublage, hein, je précise, premier doublage, le deuxième j'ai vraiment du mal, mais Richard Dreyfuss qui est doublé par Bernard Murat, qui est une voix française que j'adule, qui est la voix française de Peter Venkman dans SOS Fantôme. Petite apparition de François Truffaut qui joue le rôle d'un chercheur français, ça fait toujours plaisir. Cocorico, des images de dingo, cette image dans le désert avec tous ces Indiens qui lèvent le doigt, le dialecte avec les signes... le ballet lumineux et sonore à la fin du film. Voilà, c'est un film dont j'aime beaucoup l'ambiance et je pense que c'est un de mes films des extraterrestres préférés. Vraiment. Et pareil, c'est un film que je peux regarder un nombre de fois vraiment incalculable. Et des plans super intéressants, des concepts très très forts. Il y a ce petit passage où ils sont dans le camion avec les autres contactés. Ils portent tous un masque à gaz et ils se regardent en fait. Et tu comprends qu'ils se parlent mentalement. Et qu'ils ont développé la faculté de se comprendre sans articuler la bouche. Mais c'est très subtil en fait. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça que j'adore. Rencontre du troisième type, les amis. 1977, Tonton Spielberg, que je vous conseille évidemment si vous l'avez jamais vu, hein, tous ces films-là, regardez-les parce que c'est des bombes. Je pense pas avoir choisi de la merde, en tout cas pour moi, c'est vraiment des films cultes. Et on va attaquer le dernier, les amis, et je pense que celui-ci, vous êtes absolument pas prêts. On n'est pas sur du fantastique, oui, quoique. On est plus sur de l'horreur / musical. Oui, un de mes films cultes n'est pas une comédie musicale, mais un film musical. Il s'agit de Phantom of the Paradise, sorti en 74, réalisé évidemment par Brian De Palma. Brian De Palma, qui est un réalisateur, je pense, qui commence vraiment à me plaire de dingue. Moi, je découvre et que j'ai pas du tout vu tous ces films. Il n'empêche que ceux que j'ai vus, et ben pour l'instant, c'est des films qui m'ont vraiment marqué. Carrie au bal du diable, que j'ai découvert sur la chaîne, qui fait partie de mes très excellents souvenirs de découverte de films, alors que de base, bon, je pensais pas que ça allait me plaire et me marquer autant. Et il y a tellement d'autres films que je dois découvrir. J'en ai vraiment pas vu beaucoup, hein. J'ai vu Phantom, j'ai vu Blowout, j'ai vu Scarface, j'ai vu Mission Impossible, j'ai vu Snake Eyes, j'ai vu Mission to Mars, et ça s'arrête là. Et alors n'hésitez pas, hein, les amis, s'il y a un autre film de la filmo de Brian De Palma que vous voudriez que je fasse sur la chaîne et que je dois absolument découvrir. En tout cas, concernant Carrie et Phantom of the Paradise, bon. Alors Phantom of Paradise, qui est une version rock du Fantôme de l'Opéra, un compositeur qui signe un pacte avec le diable en fait pour jouer sa musique. Un film que j'ai découvert en vacances. Alors mes parents m'en avaient parlé depuis longtemps parce que bon, mes parents sont de cette époque et ça fait partie des films qu'ils ont kiffé. Et ils m'ont souvent parlé de ce film, mais à partir du moment où ils m'ont dit que c'est un film musical, moi je déteste les comédies musicales, je supporte pas. Là c'est pas le cas. Là, toutes les musiques, elles ont une justification dans le movie. Soit c'est une répétition, soit c'est un enregistrement d'album. Voilà, soit c'est un concert. Donc, c'est des chansons qui s'intègrent parfaitement dans l'histoire. Un costume qui a légèrement un petit peu inspiré un certain Dark Vador, surtout au niveau du plastron, là, du boîtier avec les lumières. Donc, un film que j'ai découvert en vacances. J'étais dans un pays étranger. Sur la télévision de l'hôtel, il n'y avait pas énormément de chaînes. Heureusement, il y avait Canal+. Il était à peu près, genre, 2h du matin. Je faisais un peu une insomnie quand je tombe sur Canal+, et ce film il venait de commencer. Et là, je vois Phantom of the Paradise. Donc, je me dis, bah tiens, mes parents m'ont parlé, j'ai rien à foutre, et je me fais un peu yesh en vacances. Ça va être l'occasion de le regarder. Et j'ai été charmé tout de suite par ce film. Je saurais pas dire pourquoi. Une réelle un peu psychédélique, des musiques qui m'ont marqué. Moi, d'habitude, je suis plus musique sans parole. J'écoute beaucoup de musique de films, mais pas que. J'écoute beaucoup de ce qu'on appelle de la musique d'ascenseur, de la bossa nova, des trucs comme ça, de l'électro. J'aime bien les musiques où il n'y a pas de chant, parce que déjà, j'ai une mémoire de merde et je ne retiens aucune parole de chanson, et 2, j'ai une mémoire plus photographique concernant la musique. Je peux vous faire des solos de synthé, je peux vous chanter la musique du nain dans Twin Peaks complètement par cœur, cette espèce de jazz envoûtant. Je peux vous faire
Je peux tout vous faire. Chanter une chanson, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, dans ce film, j'aime toutes les chansons, y compris les chansons ultra ringardes des Juicy Fruits, mais ça, c'est voulu. Voilà, j'ai adoré l'histoire de Winslow, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jessica Harper et sa voix. C'est un film qu'il faut voir absolument en VO, évidemment, bien sûr. Paul Williams, qui joue le rôle de Swan, déjà qui a un physique assez inquiétant. Petit de taille, des grosses lunettes, une chevelure blonde, nuque longue, et un personnage vraiment flippant visuellement, quoi. Moi, il me faisait un peu flipper. Bon, bah voilà, pour l'histoire, je vous l'ai dit, c'est un jeune compositeur qui veut absolument faire connaître l'opéra qu'il a composé, et donc il va signer un espèce de pacte avec ce producteur Swan pour jouer sa musique. Entre-temps, ils vont tomber sur Jessica Harper, et les deux vont tomber amoureux d'elle. Bon, bah voilà, Phantom of the Paradise, film pour lequel j'écoute souvent la musique. C'est ouais, une des rares BO avec des paroles que j'écoute souvent. Jessica Harper, que j'ai redécouvert récemment sur la chaîne dans le film Suspiria. Suspiria, film que j'avais vu moi en VO, je vous l'ai mis en français, et dommage parce que le doublage est pourri, mais en VO, c'est marrant parce que c'est un petit bout de femme, elle fait toute frêle, toute petite, et elle a une voix ultra grave, et j'aime beaucoup le timbre de sa voix. Il y a d'autres acteurs qui jouent dedans. Il y a un mec qui s'appelle Jerry Graham, que j'ai déjà vu dans des films du Ciné Z, qui joue le rôle de Biff. Voilà, on a un film avec des petites vannes, avec du mystère, avec du rock, avec un petit peu de fantastique, et avec une ouverture de concert à la fin dont la musique me fait péter le cerveau. J'adore ce morceau qui va lancer l'ouverture du Paradise, et si quelqu'un peut me le trouver, les amis, c'est un truc que je recherche partout, que je n'arrive pas à trouver. C'est un morceau que j'ai récupéré sur le Blu-ray, que j'ai passé dans l'IA pour enlever tout ce qui est dialogue et bruit de fond, et c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond sur ce concert de fin, enfin cette musique d'ouverture du concert final. Malheureusement, trop d'applaudissements, et j'adore. C'est un morceau qui est en 2 étapes jusqu'à l'arrivée de Swan, et une fois que l'arrivée de Swan, le morceau reprend, et c'est un morceau vraiment qui me met les poils, quoi. Un morceau un peu psyché, rock, avec de la pédale wah-wah, vraiment 70s. Un spectacle, j'aurais voulu y être. Moi, bon, j'étais pas né, hein, j'avais moins 2 ans, mais voilà, tu sens tout le côté 70s, complètement déluré, zinzin. Les meufs sur scène sont magnifiques. Bon, voilà, Phantom of the Paradise, les amis, de Brian De Palma, qui est un des rares films musicaux que je kiffe et que je vous propose de découvrir de toute urgence. En plus, vraiment, le style visuel du fantôme, il est mortel. Le masque, il est bien trouvé. Le rouge à lèvres noir, tout son vêtement noir. Fantôme qui va commencer à foutre le bordel dans le Paradise, à terrifier tout le monde. Voilà, les amis, il est temps de se dire au revoir parce que je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin et que si vous êtes tout tapé, déjà merci beaucoup. C'est que quelque part mes goûts vous intéressent. C'est bien sympathique de découvrir des trucs qu'on connaît pas, mais c'est bien aussi de parler de trucs qu'on connaît et qu'on apprécie grandement. Bah alors si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires le mot Phoenix. Phoenix. Profitez-en pour prendre d'assaut la section de commentaires et me dire, vous, c'est quoi vos films cultes? Si vous deviez en garder que 5, quels sont-ils? Je serais très curieux de le savoir, et peut-être que ça va me donner des idées, pour ceux que je connais pas, de les découvrir ici même. Voilà les copains, bon écoutez, moi ça me fait toujours plaisir de blablater avec vous, longuement, très longuement. Oh putain, je vois sur le compteur que la vidéo fait 40 minutes. Alors évidemment, il y a toutes les bafouilles, il y a toutes les hésitations, il y a toutes les fois où je recherche dans ma tête parce que j'écris rien avant, j'ai juste mis les films sur Google pour avoir les dates, et puis le casting, parce que bon, j'ai une mémoire de merde. Mais voilà, c'était les 5 films cultes que je kiffe trop. À vous de me dire quels sont les vôtres. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos dans ce style. Et puis toujours, évidemment, des découvertes avec la première séance ciné et la première séance série. Allez, bisous tout le monde!